Conviction. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et bien aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une grande dame, femme de culture, femme écrivain, femme politique, femme d'engagement. Nous allons donc rencontrer celle qui va nous parler d'elle. Justine Poyo-Kasavubu, bonjour. Bonjour, monsieur Nzouzi. Merci de nous faire l'honneur de répondre aux questions de Radio Mboté dans cette émission Conviction, dont le principe, évidemment, est très simple. Nous allons à la connaissance, à la rencontre d'une personnalité. Vous êtes une femme politique engagée, je l'ai rappelé en introduction. Vous êtes surtout la fille du premier président de la République démocratique du Congo. C'était en 1960. Votre père, Joseph Kasavubu, a été donc désigné à cette occasion. Vous avez 9 ans quand il est président de la République. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Est-ce que vous êtes sur place? Comment vous vivez ces moments-là en famille? Mais vous savez, d'abord, il faut se souvenir que le processus de décolonisation, pour nous, c'était un long chemin. Parce que le premier discours de Kasavubu date de 1946 où il réclamait le droit du premier occupant. Et donc on a vécu l'avènement de l'indépendance, bien sûr avec énormément de soulagement, mais il ne faut pas oublier que nous étions aussi suivis par le Congo d'en face, c'est-à-dire l'abbé Fulbert Yulu, qui lui est devenu président du Congo-Brazzaville. Et donc c'était une effervescence partagée entre les deux rives du fleuve Congo. Et pour nous, évidemment, c'est une nouvelle vie qui commençait. Mais je me souviens très bien que revenant de Brazzaville, où nous avons passé les derniers mois de la décolonisation, puisqu'il y avait de l'insécurité à Léopoldville, comme chacun sait, qui deviendra Kinshasa par la suite, eh bien, en revenant à Léopoldville, à la veille des festivités de l'indépendance, eh bien, nous avons reçu des consignes très claires. Comme c'était une nouvelle vie qui commençait, nos parents nous ont tous réunis pour dire que désormais, tout le personnel, quel qu'il soit, à la présidence comme ailleurs, on ne devait pas appeler les chauffeurs par leur prénom, mais précéder celui-ci par monsieur. Il fallait qu'on témoigne du respect à tout le monde et qu'être enfant de chef de l'État ne signifiait pas mépriser le peuple. Mais ils ont aussi ajouté que tous les ministres, on devait aussi les appeler papa. C'est comme ça que nous, par exemple, pour le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, nous on l'appelait Papa Patrice. Et le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Justin Marie Bomboko, pour nous c'était Papa Justin. Et dans mon cas particulier, c'était Papa Ndoi. Parce que comme vous le savez, lorsqu'on porte le même prénom, eh bien, chez nous, on s'appelle Ndoi. Alors les 5 années que vous avez passées, parce que c'est vrai que votre père est resté pendant 5 ans président de la République, est-ce que vous étiez au quotidien à son contact, ou est-ce qu'il y a eu une petite distance qui s'est créée finalement entre votre père, vous, ses enfants, et la famille au sens plus large? Non, il y avait vraiment une proximité qui se cristallisait surtout au moment des études. Vous savez que tout chef d'État qu'il était, il attachait un soin particulier à suivre nos études. Tous les journaux de classe, que ce soit les journaux de classe de mes frères ou de nous, les filles, eh bien, portaient toujours la signature de notre père. Donc, c'était un moment sacré, l'heure des devoirs à la maison, après 17 heures. Il suivait cela. Il s'arrangeait pour trouver un instant pour pouvoir suivre nos études. Parce que pour lui, l'éducation, c'était vraiment la base de tout. Et il accordait une importance particulière à notre éducation. Oui. Alors, à la prise du pouvoir de Mobutu, en 65, vous êtes contraint à l'exil, vous partez en Algérie notamment. En ce qui vous concerne, vous allez en Suisse pour commencer vos études, je pense, secondaires, si je ne m'abuse. Je parle sous votre contrôle. Hein. Oui. Écoutez, là, je dois quand même un petit peu rectifier. Vous savez que les débuts de l'indépendance n'ont pas été des mois faciles. Il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu la révocation de Papa Patrice. Bon, mais il y a eu surtout l'ingérence étrangère de cette communauté internationale et l'assassinat de Papa Patrice. Ce qui veut dire que pour nous, l'insécurité grandissait dans la ville de Léopoldville. À un moment donné, ce n'était plus possible de suivre notre scolarité sur place. Et moi, dans mon cas, nous avons été envoyés en Suisse pour poursuivre nos études. Alors, ce qui veut dire que pendant quelque temps, nous vivions les réalités au quotidien pendant les vacances de juillet, mais la scolarité, évidemment, c'était à l'internat à l'étranger.
Bon, le coup d'État me surprend justement lorsque je suis à l'école, puisque c'est au mois de novembre 1965. Et là, je dois dire que c'était un moment de grande souffrance et puis de grande peur aussi. J'avais l'impression de revivre toute la phase de décolonisation, c'est-à-dire l'oppression qu'on subissait pendant le colonialisme. Et bien entendu, j'ai revécu un petit peu les relations qu'il y avait entre notre père et les dignitaires de la Première République, et singulièrement les relations avec Mobutu. Comme c'est lui qui a fait le coup d'État, j'ai vraiment senti ce moment comme une très grande trahison. Vous avez eu l'occasion, avant cet événement, de rencontrer Mobutu? Mais vous savez, il venait tout le temps à la résidence. Et je crois qu'ici, il faut ouvrir une parenthèse et se souvenir tout de même que l'ingérence étrangère avait pris racine déjà au moment de la table ronde. Mais personne ne savait à ce moment-là que Mobutu travaillait déjà pour des forces extérieures. Il rendait compte à la sûreté belge, à certains éléments qui avaient une politique plutôt négative par rapport à notre pays. Il rendait aussi compte à la CIA, et je dois dire que toutes ces forces étaient obnubilées par le communisme, c'était l'épouvantail, et donc tout ce qui contrariait les objectifs de Mobutu, eh bien, c'était déjà une condamnation pratiquement. Et donc, quand Mobutu prend le pouvoir, c'est un petit peu comment dirais-je, la rupture de la démocratie, la rupture de l'espoir du peuple congolais. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que pour nous commence alors un grand calvaire. Parce que on a beau revendiquer le fait que Mobutu, sous son règne, le pays était unifié, que le Congo est resté uni, même si après c'est devenu le Zaïre, etc. Bon, mais on oublie que c'est une dictature qui s'installe. Et on oublie aussi que pour nous, les enfants Kasavubu, nous étions placés devant un dilemme très difficile. Les garçons devaient être neutralisés parce que Mobutu ne supportait pas qu'il y ait une rivalité ou en tous les cas des velléités de revanche. Et donc tous mes frères ont été neutralisés, 2 en sont morts d'ailleurs. Et pour nous les filles, le dilemme était très simple, soit on composait avec le régime, mais en acceptant aussi les travers de ce régime, c'est-à-dire, pour utiliser un terme que tout le monde comprendra, il fallait soit trahir notre père et donc nous prostituer politiquement, ou alors s'exiler et alors ne bénéficier de rien du tout. Alors, moi j'ai choisi la voie de l'honneur et la voie de la sauvegarde de la mémoire de notre père, et je me suis juré à ce moment-là que je ne travaillerai jamais avec celui qui en fait, mon père dehors. Cela marque véritablement le début de votre engagement politique, un engagement politique où vous faites preuve de beaucoup de détermination, hein, il faut bien le dire. Et en 1991, si je ne m'abuse, vous adhérez à l'UDPS. Comment se passe cette rencontre? Est-ce que vous y avez été entraîné, vous y avez été invité, vous vous y êtes intéressé vous-même? Quel est le fait générateur? Non, vous savez, c'est toute une litanie de souffrances et d'épreuves que nous avons traversées depuis 1965 jusqu'en 1990. Bon, le régime de Mobutu ne m'a pas du tout épargné parce que vous savez, j'ai reçu le don, si je peux ainsi m'exprimer, de l'écriture. Je suis devenu écrivain pendant ces années difficiles, et dès que j'ai publié mon premier livre sur Joseph Kasavubu, mon père, eh bien j'ai reçu des foudres du régime en place. Et c'est en 85, hein, faut rappeler. Et ma propre famille a été intimidée, corrompue pour que je puisse me taire. Et je passe les détails. Donc j'ai traversé des moments très difficiles, et je crois pouvoir dire que ma conscience politique, c'est au moment où je suis allé à la rencontre de mon père. C'est comme si la rédaction de mon premier livre était une invitation de mon père pour le rencontrer, car c'est au moment où j'ai terminé ce livre que ma conscience politique s'est vraiment éveillée et que j'ai confirmé ma raison d'être,
celle de ne pas travailler avec Mobutu d'abord, mais ensuite celle d'être prête le moment venu de contribuer à la restauration de la République démocratique. Et cette intransigeance que vous avez décidé d'avoir à l'égard du régime Mobutu, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de doute chez vous où vous vous êtes dit, ok, ce régime est ce qu'il est, mais je vais le combattre de l'intérieur en collaborant, par exemple, ou tout simplement en composant avec ce régime. Cela ne vous a jamais effleuré l'esprit? Mais je pense d'abord que Mobutu ne m'a pas donné le choix. À partir du moment où moi j'avais exprimé ma volonté résolue de ne pas collaborer, et donc de ne pas me prostituer, si on peut le dire encore ainsi. Politiquement. Politiquement, bien entendu. Mais bon, vous savez, au Congo, on peut prendre les choses à double sens. Au pied de la lettre. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'étais considérée comme la rebelle de la fratrie Kasavubu. Et donc, j'ai pris mon mal en patience, mais je dois dire que pour les chrétiens, j'utiliserai un terme qu'ils comprendront facilement. Je pense que Dieu m'a assisté parce que, vous savez, je suis quand même une des seules dans l'opposition à avoir tenu pendant 32 ans. Vous savez, qu'est-ce que c'est que pendant 32 ans, on ne vous donne pas de travail parce que, justement, vous êtes trop têtu d'après le pouvoir en place, vous n'avez pas d'emploi, vous allez partout, on vous ferme les portes malgré que votre père a travaillé, vous cherchez de l'aide, vous ne recevez pas. Et donc, pendant 32 ans, j'ai tenu le coup et je n'ai jamais bénéficié d'aucun avantage du régime Mobutu. Alors, c'est quand même pour dire que moi j'ai pu constater qu'une fois que Mobutu est tombé, ceux qui ont travaillé avec lui, qui sont venus en exil, n'ont pas tenu 5 ans et directement avaient déjà soif de rentrer au pays. Donc, ma détermination, c'était effectivement de rester à l'écart et dès que la démocratisation, inspirée d'ailleurs par la géopolitique, le contexte international, a imposé à Mobutu des consultations populaires. Et en 1989 et puis l'ouverture politique en 90. Voilà, et donc quand le processus de démocratisation s'est enclenché, il m'a semblé utile, non pas de créer un parti politique, mais de m'associer avec les forces présentes sur le terrain pour que nous puissions faire bloc face au MPR qui était quand même un bloc assez solide. Il fallait pour cela être aussi solide en face pour pouvoir renverser le régime de Mobutu. Donc vous entrez à l'UDPS. Je rentre à l'UDPS et je dois ici rendre hommage d'ailleurs à M. Etienne Tshisekedi parce que là nous avions quand même affaire à un grand leader, vraiment à un homme déterminé qui était aussi un homme en béton. Et donc je pense que c'est cela qui nous a beaucoup stimulés. Et je me réjouis tout de même que nous avons pu ébranler Mobutu qui finalement a dû quitter le pouvoir. Alors vous avez eu des responsabilités à l'UDPS, tout le monde s'en souvient. Vous avez également participé à beaucoup d'émissions sur des plateaux de télévision ici en Belgique. Tout le monde a encore en mémoire vos saillies verbales, vos attaques contre le régime. Et puis en 1997, Mobutu est défait, il est contraint à l'exil. C'est l'arrivée de l'AFDEL de Laurent-Désiré Kabila. Alors, expliquez-nous un peu comment s'est passée votre rencontre ou comment est-ce que les premiers contacts se sont noués entre vous et le nouveau pouvoir. Mais vous savez que pendant notre exil, mon mari et moi, eh bien, nous avons vécu en Algérie pendant un temps. Et beaucoup de progressistes africains, dont des progressistes congolais, vivaient en Algérie. Et je ne pense pas que vous pouvez ignorer le fait que nos progressistes à nous, de l'époque, il y avait des lumumbistes, il y avait aussi des socialistes, etc., sont passés par l'Algérie, parce que l'Algérie était une terre d'accueil pour bon nombre d'entre eux. Et à l'occasion de ces séjours en Algérie, nous avons eu l'opportunité de rencontrer certains progressistes, et parmi eux, il y avait aussi des hommes et des femmes qui étaient proches de Laurent-Désiré Kabila. Voilà comment nous avons pu, je dirais, retrouver tout à fait, d'une manière tout à fait simple, d'une manière tout à fait ordinaire, reprendre le contact. Mais je dois dire aussi que nous étions dans un contexte tout à fait particulier puisque Mobutu avait trompé l'opposition maintes fois. Il y a eu une transition sans fin, la conférence nationale souveraine 1982. Oui, qui a vraiment mal atterri, et puis les promesses faites à notre leader. Vous aviez participé à cette conférence nationale? Moi, je n'avais pas participé, j'étais en diaspora, j'étais donc secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, et donc notre leader avait été piégé
maintes fois, ce qui fait que la gouvernance de M. Tshisekedi n'a pas pu aboutir. Il a quand même été nommé 3 fois Premier ministre. Voilà, oui, je ne vous le fais pas dire. Et donc, voilà, mais additionner à cela aussi certaines erreurs stratégiques de l'opposition qui ont concouru au fait que finalement nous n'avons pas pu avoir l'impérium. Alors, lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, évidemment, ça correspond aussi à une difficulté, à une remise en question qui s'inscrit à l'intérieur de l'UDPS, à la faveur de quoi, eh bien, nous avons pris nos responsabilités pour nous rendre au pays et répondre favorablement, mais en cherchant aussi à rencontrer d'abord M. Etienne Tshisekedi, parce que notre but, c'était d'établir un pont entre M. Etienne Tshisekedi et M. Laurent Désiré Kabila. Ah, pourtant, vous êtes nommé ministre dans le gouvernement, je crois que c'est à la fonction publique. Bien, oui, bien entendu, oui. Alors, certains disent que vous avez accepté donc le poste alors que votre parti n'était pas d'accord. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, qu'est-ce que c'était que le parti UDPS en 1997? Tout à fait. L'UDPS était en déliquescence parce que, souvenez-vous, M. Etienne Tshisekedi venait d'un voyage à Nice dont le secrétaire général se plaignait qu'il n'avait pas tout à fait été informé. Donc, moi, je ne vais pas étaler ici le linge sale de l'UDPS. Mais je pense que lorsqu'on est responsable politique, il arrive à un moment donné qu'on prenne ses responsabilités, peut-être pour mieux faire passer justement une certaine logique afin que nous puissions aller de l'avant. Donc, je pense aussi que quand on adhère à un parti politique, on ne s'embrigade pas. Il ne s'agit pas d'une deuxième dictature, mais c'est une prise de responsabilité et je pense d'ailleurs que les principes de l'UDPS aussi étaient très clairs. On y entre librement, on en sort librement. Alors, quels étaient vos rapports avec Laurent Désiré Kabila? Parce qu'on a raconté beaucoup d'histoires, chacun a sa petite expérience avec Laurent Désiré Kabila. Mais selon vous, est-ce que, quand vous vous êtes engagé, est-ce qu'avec le temps, vous vous êtes rendu compte que ça valait la peine ou que progressivement, à mesure que les mois passaient, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Mais vous savez, au départ, il y a tout de même l'enthousiasme d'abord que le régime qui a mis mon père en difficulté puisse vraiment appartenir au passé. Et donc, il y a d'abord l'enthousiasme de reconstruire le pays. Et donc, on se rend au pays. Mais évidemment, Laurent Désiré Kabila est arrivé avec une alliance rwando-ougandaise dont lui-même ne maîtrisait pas les tenants et les aboutissants. Nous nous sommes rapidement rendus compte que lui-même, lorsqu'il nous a rencontrés, nous les Congolais de l'équipe, il nous disait c'est votre pays, battez-vous, il fallait trouver un moyen ou un autre pour faire partir Mobutu. Mais on s'est rendu compte que finalement, il a été débordé. Mais moi, je dois d'abord rendre hommage sur le fait que c'est d'abord un Congolais. Ça, c'est indiscutable. Et donc, il avait aussi une idée pour sauver le pays. Hein. Et moi, je me rends compte d'abord qu'il a quand même eu le courage, lorsqu'il m'a désigné comme ministre résident, ambassadeur au Benelux, mais également auprès de l'Union européenne, c'est une décision souveraine qu'il a prise. Et là, je salue le patriote et le nationaliste parce qu'il a pris cette décision alors que ses alliés l'avaient contraint, dans un premier temps, de fermer les frontières et de rompre les relations diplomatiques avec tous les pays qui avaient fait le régime de Mobutu. Donc là, il faut saluer tout de même un élément qui traduit qu'il avait tout de même la volonté de prendre des décisions seul, vraiment, je dirais, en toute responsabilité. Alors, évidemment, ce sont des alliances qui se sont révélées porteurs, enfin, en tous les cas, qui entraînaient des agendas cachés, et malheureusement, ces agendas cachés, ne l'ayant pas maîtrisés, eh bien, Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Mais lorsque moi j'ai été désigné après la fonction publique comme ambassadeur au Benelux, nous avons eu la possibilité de nous rendre compte que le pays allait être piégé, que le pays était envahi, que le pays allait être vraiment sabordé. Et nous avons fait notre travail, mais malheureusement, l'entourage de Laurent Désiré Kabila n'a pas pu travailler dans le même sens. Alors, vous avez été nommé effectivement ministre, ambassadeur, ici, ministre résident, avec ce statut-là notamment. Alors, certains diplomates gardent de vous l'image d'un ambassadeur plutôt rigoureux, dur même. Est-ce que, quand vous êtes nommé ambassadeur ici, votre volonté
et d'effacer toute trace du mobutisme, ou est-ce que vous avez une démarche plus consensuelle qui consiste au fond à voir parmi ceux qui ont servi ce régime, quels étaient ceux qui pouvaient trouver grâce à vos yeux? Mais vous savez, d'abord, il n'y avait pratiquement pas de budget. Hein. Et nous avons été désignés parce que d'abord, moi j'ai réussi à convaincre Laurent Désiré Kabila qu'il fallait maintenir tout de même une porte ouverte vers l'extérieur. Et ça, c'était mon travail. Et donc, les anciens diplomates, ils étaient déjà en attente de rapatriement depuis des années. Souvenez-vous tout de même. Et donc, ça, c'était pas un dossier que moi j'avais à gérer. J'ai trouvé une situation de fait. Et sur cette situation de fait, j'ai essayé de travailler. Mais je dois vous dire que cette décision de me désigner à Bruxelles avait beaucoup dérangé les alliés de Laurent Désiré Kabila, ce qui fait que, dès le départ, j'ai subi des tentatives de déstabilisation. J'ai énormément souffert parce que je n'ai pas pu faire mon travail comme je l'aurais souhaité, puisque, assez rapidement, je recevais des menaces de mort. Mes enfants étaient filés à l'université, je recevais des balles dans des enveloppes, dans un courrier, et où on indiquait que les prochaines balles seraient réservées à mes enfants. Donc j'ai vécu l'enfer pendant que j'étais ambassadeur ici. Je n'ai pas voulu le montrer, je n'ai jamais voulu le déclarer, mais les gens doivent se rendre compte que j'ai payé le prix. Et donc, quand vous ajoutez ces souffrances aux souffrances précédentes et aux souffrances de la prime enfance, le processus de décolonisation, la répression du régime colonial sur nos parents, etc., bon, ça fait quand même beaucoup. Et donc, oui, comme ambassadeur, j'ai essayé de faire mon travail, mais c'était aussi un poste d'observation très intéressant parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que, malgré la réunion des Amis du Congo en décembre 1997, que les dés étaient déjà pipés et que notre pays était piégé. Je l'ai dénoncé d'ailleurs, mais l'entourage de Laurent Désiré Kabila a pris le dessus et donc il n'a pas pu prêter attention à ce que les nationalistes que nous sommes lui avons apporté comme témoignage et voilà, tout le monde a vu ce qu'il Alors en 2006, vous vous présentez à l'élection présidentielle. Alors, vous créez le mouvement des démocrates. Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là? Est-ce que vous vous dites j'ai toutes mes chances ou est-ce que c'est une candidature de témoignage? Mais non, vous savez que le pays était déjà à la dérive. Hein. D'autres parlent d'occupation, certains parlent de génocide, de tentative de génocide. Eh bien, mettez tout cela ensemble, on se rendait bien compte que le pays allait à la dérive. Alors, qu'est-ce que les Congolais devaient faire? Baisser les bras ou bien montrer que nous sommes quand même dépositaires de la légalité historique, de la légitimité historique de ce pays. Et donc, il fallait bien que la communauté internationale se rende compte que le Congo n'est pas mort, que les Congolais existent et qu'ils entendent faire valoir leurs droits et en tous les cas sauvegarder leur souveraineté nationale. Donc c'était ça l'enjeu. Alors évidemment, des élections, tout le monde a senti que nous allions vers des fraudes et que nous allions vers des irrégularités parce qu'il y avait trop d'interférences, trop d'intérêts complexes. Et d'ailleurs, la communauté internationale elle-même aussi s'embourbait. Il n'y a qu'à voir combien de fois cette communauté internationale a pris des décisions qu'elle a regrettées par la suite. Donc, tout le monde, en fait, était un peu débordé parce qu'il y avait trop d'agendas cachés. Alors, il fallait effectivement faire valoir notre point de vue, notre vision pour la société, ce que nous continuons à faire d'ailleurs. Il fallait donc vraiment exprimer une ambition pour le pays, mais surtout dresser un programme bien précis de manière à ce que le Congo se redresse. Parce que, finalement, de quoi s'agit-il pour redresser le Congo? C'est d'abord de voir quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que le peuple s'en sorte, pour que notre économie redémarre. Parce que si nous n'avons pas une économie viable, alors il n'est pas possible que ce pays se redresse. Regardez l'état de l'enseignement, regardez l'état des infrastructures, les hôpitaux. Dans certains coins de notre République, rien n'a changé depuis l'accession du pays à l'indépendance. Aujourd'hui, pour être guéri, il faut sortir du pays et si vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. L'aspirine manque, les soins les plus élémentaires. Donc, vous savez, alors, lorsque certains se vantent de dire, oui, voilà, aujourd'hui, le Congo a un budget de 9 milliards et un taux de croissance de 8,7%. Oui, oui, mais écoutez, moi je pense qu'il faut plutôt s'indigner parce que ce grand pays, avec un tel budget, lorsqu'on regarde l'Angola, 49 milliards. L'Angola voisin, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un budget de 9 milliards ne peut pas nous satisfaire, loin de là. Parce que qu'est-ce qu'on donne alors comme pourcentage à la santé et à l'éducation? Donc on se rend bien compte que
si nous ne maîtrisons pas l'enjeu économique, eh bien, nous serons nulle part. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il y a beaucoup de contrats léonins. C'est tout simplement parce que il nous échappe certaines régulations économiques qui peuvent permettre au pays d'aller de l'avant. Quand vous regardez la situation politique actuelle, avec le débat notamment relatif à la révision constitutionnelle, qu'est-ce que vous vous dites? Décidément, le pays est irrécupérable. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à se battre pour que les Congolais puissent avoir une perspective et un avenir? Mais vous savez, je pense aujourd'hui que l'erreur, c'est de croire qu'un camp détient la vérité ou toute la vérité et que l'autre ne détient rien du tout. Moi, je pense que pour avoir, pendant ces 10 dernières années où j'ai quand même traversé le désert, il ne faut pas avoir peur des mots. J'ai beaucoup consulté, j'ai beaucoup analysé la situation. Vous avez beaucoup écrit aussi, 4 ouvrages. J'ai beaucoup écrit, je suis écrivain, c'est vrai, merci de le souligner au passage. Et donc j'ai rencontré aussi beaucoup de personnalités étrangères qui s'intéressent au Congo. Et de tous ces contacts, il s'avère à mes yeux que nous avons en fait aujourd'hui une situation assez particulière. Vous avez le pouvoir en place d'un côté, et vous avez aussi l'opposition. Mais entre les deux, vous avez une communauté internationale à l'intérieur de laquelle vous avez l'Occident, mais vous avez aussi les relations interafricaines. Alors, quand vous regardez tout cela, comment est-ce que le Congo peut s'en sortir? Moi, je pense que je peux renvoyer aujourd'hui, mais très très sincèrement, dos à dos, à la fois une certaine opposition et le pouvoir en place. Et je dirais même que parfois l'opposition renvoie au pouvoir en place le miroir de ses propres faiblesses. Ce qui veut dire que la vérité n'est ni dans un camp ni dans un autre, parce qu'on constate de part et d'autre, eh bien, une banalisation de l'autoritarisme, une banalisation de l'impunité et une banalisation finalement du non-respect des règles. Alors moi, je crois que il faut une voie médiane. D'autres pourraient l'appeler une troisième voie. Une troisième voie où on fixe le cap. On a déjà essayé la troisième voie, ça n'a pas marché. Non, mais je ne parle pas de la même troisième voie. Aujourd'hui, nous sommes en 2014. Et donc, par rapport au contexte actuel et à la conjoncture mondiale, parce qu'aujourd'hui, nous sommes taraudés par des conflits aussi étrangers qui ne nous appartiennent pas, mais qui ont une interférence, un impact au Congo. Par exemple, la lutte contre le terrorisme. Regardez l'islamisme aujourd'hui, dans ses travers, ça menace aussi l'Afrique. Regardez ce qui se passe au Kenya, ce qui se passe au Nigeria. Donc, tout ce contexte international, en Afrique et ailleurs, conditionne aussi l'avenir du Congo. Alors, nous devons tirer notre épingle du jeu. En faisant quoi? Parce que cette troisième voie dont moi je parle, ou la voie médiane si vous voulez, elle ne va ni dans les excès ou les faiblesses du pouvoir en place, et ni dans les excès ni les faiblesses de l'opposition. Je crois qu'il faut extirper de part et d'autre les éléments de stratégie qui peuvent permettre au Congo de s'en sortir. Et je m'explique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons regarder? Quel est l'enjeu? Quelle est la place du Congo aujourd'hui et demain? C'est d'abord de constater que le Congo a un mot à dire en ce qui concerne les énergies renouvelables. Nous avons une faune et une flore absolument uniques. Et demain, lorsqu'on va parler de l'énergie solaire, lorsqu'on va parler des problèmes de forestation ou de déforestation, lorsqu'on va parler des approvisionnements en pétrole, lorsqu'on va parler de la sauvegarde de nos richesses naturelles, eh bien, il faudra que le Congo ait un mot à dire, puisque le Congo est pourvoyeur de ces matières premières-là aussi. Il n'y a pas que les ressources minières. Donc moi je dis que le combat pour l'environnement, le combat pour les énergies renouvelables, mais le Congo a sa place. Mais encore faudrait-il que les Congolais en aient conscience. Et je dis, c'est pour cela que je dis que cette voie médiane doit pouvoir réunir tous ces enjeux qui font la géopolitique d'aujourd'hui, de manière à ce que demain, nous puissions effectivement nous afficher clairement, imposément dans la communauté internationale, parce que en fait c'est le Congo qui est quand même le soubassement de cette géopolitique. Alors il vous appartiendra donc de fédérer le plus grand nombre autour de cette idée force qui vous tient très à cœur. Alors une toute dernière question, Justine Poe-Kasavubu, parce que nous arrivons au terme de notre émission. Que vous inspirent les événements du Burkina Faso avec la chute brutale de Blaise Compaoré? Est-ce que selon vous un tel scénario est envisageable en RDC? Mais vous savez, je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense quand même que nous avons de l'expérience et on peut tirer en fait une leçon. C'est que l'entêtement ne paye jamais. Et je crois qu'aujourd'hui, le Congo devrait s'inspirer des leçons du passé.
C'est-à-dire que il y a des principes démocratiques intangibles. L'alternance politique doit pouvoir jouer et je pense que tout tourne autour de cela. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question. Si on a un programme et qu'on est élu, mais rien n'exclut que vous soyez de nouveau réélu à la faveur d'une nouvelle explication, l'échéance qui suivra. Alors, je pense que nous devons, nous, vraiment intégrer le fait que la démocratie, ce n'est pas une mort en soi, mais que la démocratie, c'est la condition sine qua non pour que nos pays se développent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en point de mire, nous avons le développement durable qui doit pouvoir stabiliser nos pays. Et si nous ne mettons pas cela en tête, nous n'intériorisons pas cela, ce sera vraiment difficile. Alors moi, je peux vous dire aussi que par rapport à tous ces enjeux, je vais évidemment prendre position. Parce qu'il n'est pas question que nous restions là les bras croisés. Une année s'achève, une nouvelle pointe à l'horizon. À l'aube de l'année 2015, je ferai une déclaration tout à fait solennelle pour fixer le cap et puis pour indiquer dans quel sens moi j'entends contribuer à la lutte pour notre pays. Et je vous dirais que le 4 janvier, comme chacun sait, c'est une date tout à fait historique dans notre pays, c'est une date symbolique dans notre pays et singulièrement pour moi, puisque ça marquait vraiment la lutte et la victoire des leaders de l'ABACO, le parti que dirigeait mon père juste avant que nous allions à la conférence de la table ronde. Et donc je compte faire une déclaration tout à fait solennelle pour fixer le cap et puis pour donner aux Congolais l'occasion de se reconnaître dans un projet bien clair et surtout, je dirais, donner des gages aussi à la communauté internationale qui, qu'on le veuille ou non, si nous, on ne s'occupe pas d'elle, elle se chargera de s'occuper de nous. Et ça, je n'entends pas laisser passer le corps. Le rendez-vous est pris. Merci infiniment, Madame Justine Poyo-Kassabou, d'avoir bien voulu répondre aux questions de Radio Mboté. C'était pour nous une occasion vraiment de faire connaissance avec vous et nul doute que nos auditeurs pourront se forger une opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être que je pourrais juste ajouter une chose. Vous savez, vous avez évoqué le coup d'État de novembre 1965. Eh bien, vous savez que le 24 mars 1969, lorsque le président Joseph Kasavubu meurt, eh bien, avant de mourir, il a laissé un testament politique qui n'a pas été respecté. Il a demandé qu'on dise à Mobutu de ne pas hypothéquer l'indépendance nationale que nous avons chèrement acquise. Parce que s'il hypothèque cette indépendance aux interférences extérieures, eh bien nous aurons du mal à récupérer cette indépendance parce qu'à ce moment-là, nous serons envahis. Eh bien, je constate que le message n'a pas été suivi et aujourd'hui nous subissons les conséquences. Donc mon message, mon dernier mot, c'est que les Congolais se ressaisissent et que nous puissions effectivement nous retrouver dans un projet fédérateur que je présenterai le 4 janvier 2015. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Nzouzi. Conviction se propose d'aller au cœur de l'actualité en recevant des personnalités qui viennent tout simplement parler d'elle. Aujourd'hui donc, vous avez fait connaissance avec cette grande dame. Je vous fixe rendez-vous la fois prochaine avec un nouvel invité sur le plateau de Conviction. À la prochaine.